Merci beaucoup. Merci aussi aux organisatrices de ce fantastique colloque, Andrea, Pascal. C'est un honneur pour nous d'être ici. Donc, je vais commencer par prendre la parole. Puis, étant donné qu'on a deux communications plus courtes, puisqu'on se partage la durée d'une communication entière, je vais quand même assez rapidement dans le vif du sujet. Alors, pardonnez-moi. Et aussi, pour plus de fluidité, je vais m'occuper de... En fait, je me suis occupée de traduire librement les citations en anglais, et aussi pour votre meilleure compréhension. Donc, le deuxième film de Mad Max, Road Warrior, sorti en 1981, présentait une combattante tout simplement nommée The Warrior Woman, aussi reconnue comme l'Amazonian Woman de la trilogie originale, que Playboy n'a pas manqué de capturer et de dénuder. Cette Warrior Woman solitaire à la courbe dramatique anémique et à la longévité déplorable n'a selon moi rien d'une Amazone si ce n'est l'allure et les fonctions martiales. À mes yeux, le mythe amazonien peut difficilement se penser de manière individuelle et repose plutôt sur l'idée du pouvoir d'une collectivité sororale. Suivant cette lecture, une production de la trempe du récent Mad Max Fury Road, qui date de 2015, qui pourrait littéralement se résumer à l'alliance des groupes féminins dans un objectif commun de renversement d'un système patriarcal oppressif, s'inscrirait davantage dans une idée de résurgence contemporaine du mythe. Si Colline Cardy et Geneviève Pruvot constataient une récurrence des fins tragiques pour les récits cadrant les Amazones, on observe le phénomène inverse dans Fury Road, soit le triomphe final des communautés de femmes et de leurs alliés masculins. Ma thèse est que Fury Road thématiserait cette solidarité victorieuse en valorisant la force de l'entraide dans un esprit sororal inclusif. Comme le soutient Taylor Boulware, l'affirmation radicale du film est que la révolution socialiste doit avant tout être une révolution de genre. Commençons par baliser le cadre diégétique d'une telle proposition. Comme le remarque Alain Bertrand, le genre relativement récent de la fantasy est propice à la réincarnation des Amazones. On pourrait de même ajouter que la branche de la dystopie post-apocalyptique permet de revisiter le mythe amazonien à l'aube d'un nouveau paradigme, celui de la crise survivaliste. Comme c'est le cas dans Mad Max Fury Road, le quatrième opus de la franchise Mad Max de George Miller, et je dis bien opus et non suite, étant donné que ce film n'est pas considéré comme une sequel à l'avant-dernier film datant de 1985. En effet, il s'agit plutôt d'une sorte de réinsertion autonome dans l'univers que nous confirme Miller. Cependant, le film Fury Road s'accompagne d'une prequel sous forme d'une bande dessinée presque parue simultanément et qui situe l'origine des personnages et des nœuds dramatiques du film. Le narrateur de la bande dessinée est le personnage d'un conteur archiviste qui raconte certains épisodes à titre de cautionary tales afin d'éviter que les erreurs du passé ne se répètent dans le futur. On comprend alors que tous les événements des diégèses de la bande dessinée et du film sont déjà advenus, mais que leur repère temporel flottant les inscrit dans une temporalité mythique. Fury Road se présente comme une fable réflexive sur la manière de sortir la communauté des cycles de violence. Et vous l'avez deviné, cette sortie implique une redéfinition du contexte même de communauté et d'une certaine éthique du care afin de refonder le lien social. Comme l'explique Bronwyn Warren, le discours féministe du care valorise le fait que les choix les plus éthiques sont ceux qui créent et maintiennent les relations interpersonnelles et d'interconnexion. En contrepartie, le modèle patriarcal considère que les individus évoluent de manière isolée les uns des autres, et donc que certains seront sacrifiés et exploités au profit d'un groupe privilégié. Dans Fury Road, la sécheresse sociale liée à l'exacerbation du patriarcat est symbolisée à travers le contexte désertique, où les rapports de relations se sont évaporés en même temps que l'eau qui s'est tarie. Contrôlé par Immortan Joe, un despote nouant masculinité toxique et capitalisme en un même personnage, ainsi, avec son corps virulent, à l'image de son système politiquement gangréné, est bien visible sous une armure de plexiglas voulant projeter l'image d'un corps hypertrophié, aux muscles découpés, mais produisant au final une mascarade ratée plus ridicule que véritablement menaçante. Immortan traite les ressources naturelles comme les êtres humains, comme ses commodités, ses choses, entre autres son harem de femmes reproductrices, et aussi ses blood bags, ses sacs de sang, qui sont en fait des êtres humains vivants destinés à nourrir ces warlords. L'image du capitalisme cannibalisant les corps des sujets asservis est on ne peut plus visible dans le nom de l'un de ses principaux sbires, qui s'appelle The People Eater, littéralement le dévoreur de personnes.
Immortan Joe contrôle l'eau et donc contrôle tout le monde. Le mensonge d'Immortan, comme l'indique son nom, immortel, est qu'il se croit omnipotent, mensonge que Furiosa fera littéralement tomber lorsqu'elle va lui retirer son respirateur, lui arrachant du même coup une partie de son visage. Sous le masque de l'omnipotence se trouve un corps mortel faillible. Ce qui est intéressant est que le corps d'Immortan Joe n'est pas le seul à être handicapé ou blessé, ce qui évacue d'emblée l'association problématique entre méchanceté et corporéité atypique. Au contraire, dans Fury Road, pratiquement tous les corps sont éprouvés, handicapés ou éventuellement limités d'une manière ou d'une autre. Pensons au fameux musicien aveugle qui lance du feu, ou simplement à Furiosa, dont le bras manquant peut faire d'ailleurs écho peut-être au sein coupé des Amazones dans une optique moins sexualisée. Comme elle, plusieurs personnages dépendent de machines ou de mécaniques pour survivre. D'ailleurs, le réparateur, le médecin, s'appelle le Organic Mechanic. La critique a souvent considéré que les esclaves reproductrices d'Immortan comme étant les seuls physiques intacts, les seuls able bodies. Il ne faut cependant pas oublier que ces femmes sont des victimes de viols répétés. Et Angara, dans la favorite d'Immortan, a d'ailleurs le visage criblé de scarifications qui signalent son statut de propriété, à l'image du marquage au fer rouge des humains poches de sang et des tatouages des Warlords et des Warboys. Si les précédents volets de Mad Max traitaient des problématiques entourant la gestion des ressources naturelles, entre autres celles du pétrole, le co-scénariste Brendan McCarthy précise que ce 4e film voulait se concentrer sur l'ultime commodification, celle des êtres humains. Dans cette société phallocratique assujettissante, tous les corps sont considérés comme manipulables, éliminables et donc comme déjà morts. Ainsi, la direction artistique de Fury Road présente une route en forme de vanité, à l'image de la route funèbre du Dead Man de Jarmusch, tapissée de crânes rappelant l'organicité des corps déjà morts des sujets soumis au système. Les Warboys sont d'ailleurs rappelés à leur fonction de chair à canon par leur peinture de guerre évoquant directement le crâne. L'idée de déshumanisation se lie aussi à travers le motif de la poupée, qui s'associe autant aux personnages féminins que masculins. Ici, les corps sont fragmentés, dépersonnalisés, et surtout les individus internalisent les discours mensongers d'Immortan faisant la promotion d'un individualisme exacerbé. Ce qui conduit évidemment à une lutte du chacun pour soi qui plonge les sujets dans un ersatz d'humanité plus près du corps inanimé de la poupée, par exemple que tient l'une des Milk Mothers, que d'un corps réellement vivant. Je reviens un peu sur la place de la parole dans le film. Il s'agit d'une narration d'action, un récit des corps. Celui-ci se fonde sur plus de 3600 storyboards qui tracent la chorégraphie des corps et des véhicules motorisés dans des trajectoires de l'espace filmique, opérant ainsi les arcs dramatiques. La chorégraphie des corps brisés qui compose le langage de ce film nous fait à proprement parler visualiser les rapports d'interconnexion entre les corps des différents personnages qui finissent par recoudre un tissu social. Ainsi, la collaboration entre les différents groupes de femmes auxquels vont se greffer les personnages masculins de Max et de Nox montre les possibles associations dissidentes dans un contexte où la résistance même serait de l'ordre de l'impossible. Au-delà du combat guerrier, Fury Road appelle à considérer la résistance dans la constitution d'un lien social plus empathique. Comme l'a fait remarquer Merleau-Ponty, l'empathie et l'entraide dépeintes dans les représentations de la communauté permettent de réévaluer les fondements des réseaux d'individus contemporains et d'en reformer les assises. Si le gouvernement d'Immortan est présenté comme la cause de l'assèchement du lien social, le système matriarcal des Vuvalini, aussi appelé Many Mothers et Matriarchs, est lui aussi présenté comme défaillant. Un clan désormais composé de 7 femmes vieillissantes habitant le désert sur leurs motocyclettes, donc des femmes nomades. Donc les Vuvalini qui vivaient autrefois dans un green place qui est aussi le lieu d'origine de Furiosa. En raison de la toxicité croissante de l'environnement, leur terre est devenue une tourbière marécageuse et inhospitalière. Leur système sociétal se rapproche du mythe antique par le bannissement de tous les enfants mâles. C'est-à-dire que quand ceux-ci atteignaient la liberté, ils recevaient la visite des Vuvalini pour la traite du sperme, comme les Amazones mythiques s'occupaient de la reproduction en revisitant les mâles. Et ce sont d'ailleurs ces enfants mâles chassés, ces échassiers qu'on aperçoit dans le film l'espace d'un instant, qui est assez troublant. L'animosité des Vuvalini envers les hommes se laisse également deviner, je reviens à la diapositive précédente, à travers le piège que leur tend la Vuvalini dénommée Valkyrie, postée nue en haut sommet d'une tour afin de les appâter pour mieux les tuer.
Les Vuvalini semblent au moins élever les enfants de sexe féminin dans une sorte de cadre communautaire, les jeunes membres ayant à la fois des mères biologiques ainsi que plusieurs mères initiatrices, les Many Mothers. Elles portent donc le prototype d'un socialisme sororal profitable pour une communauté plus vaste. La sororité s'inscrit dans l'éthique du care et comme l'indique Rosie Bredotti, que je cite, elle restaurait un sens d'intersubjectivité qui permettrait de reconnaître la différence pour créer un nouveau type de liaison de manière inclusive. Fin de la citation. Pour Marcella Lagarde, l'affiliation sororale entend d'abord l'ingouvernabilité des femmes entre elles, prenant sa source dans un prendre soin organisationnel indépendant du système central. Dans des environnements dystopiques particulièrement hostiles pour les femmes à l'égard de leur subjectivité et de leur corporéité, il devient évident pour Kelly Oliver que les femmes se retrouvent entre elles. La figure de Furiosa se pose ainsi auprès des femmes comme une Artémis protectrice, mais aussi comme celle d'un modèle d'empowerment, un modèle que les autres femmes admirent et aspirent à incarner. Dans la bande dessinée, cet empowerment qui inspire Furiosa est corroboré par le discours d'Angara, de la favorite, que je cite, « Furiosa nous a montré à être forte en tant que femme. Nous ne sommes pas des choses », qui serait d'ailleurs écrit sur les murs de leur prison. Grâce au modèle de Furiosa, les épouses développent non seulement leur agentivité individuelle, mais aussi un système de support entre elles. Je cite encore, « Il ne faut plus avoir peur, car nous avons déjà les unes les autres, et nous allons trouver le moyen de nous en sortir ensemble. » La formation de cette communauté annonce un renversement général des positions d'autorité de manière à s'orienter vers des relations de coopération englobant toutes les identités de genre. Mais ce combat n'est pas sans risque. Furiosa enseigne également que rien ne sera aisé, qu'il faudra faire des sacrifices en vue de la liberté et qu'à travers cette route, je la cite, « tout sera douloureux ». Malgré sa mise en garde, elle fait cependant briller l'espoir en leur parlant du Green Place, son lieu de naissance paradisiaque où elles pourront vivre en toute quiétude. Depuis les mythes antiques et les contes arthuriens, chaque communauté de femmes se double de ce lieu mystique destiné à rassembler et protéger les membres, à l'image de l'île de Themyscira ou de celle d'Avalon. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'au bout du chemin, cet espace se révèle littéralement putréfié dans son propre hermétisme, comme c'est le cas du Green Place de Fury Road? Il reste donc à bâtir les liens et à les rebâtir de manière à ce qu'ils changent les assises mêmes du système divisionnel ayant entraîné la perte de ce lieu sûr. Si le monde patriarcal des Morton essaie de désertifier le Green Place où fleurissait la société exclusive des femmes Vuvalini, nous est présenté comme un marécage toxique. Il faut comprendre qu'il n'existerait donc pas de Green Place, autrement dit d'endroit sécure, lorsqu'un mode de pensée binaire a préséance. Par leur intégration de Max et de Nox, les Vuvalini signalent éventuellement qu'elles ne sont plus les ennemis des hommes, et c'est cette communauté mixte qui retourne au point d'eau, à la source Tari, afin de libérer le torrent de son entrave, signifiant symboliquement et concrètement la redistribution des pouvoirs. Cette diffusion des pouvoirs rappelle l'idée de Stéphanie Vega, selon laquelle le pouvoir transcendant du héros féminin serait soluble et se mêlerait à la force d'un corps collectif, et que ce pouvoir se distinguerait de celui du héros masculin traditionnel, reposant sur l'élévation de soi par-dessus les autres. Au contraire, l'héroïne s'élèverait avec les autres. En ce sens, la distribution actantielle de Fury Road dynamite l'idée même du héros central unique. Les critiques ont souvent débattu à savoir qui était le héros ou l'héroïne véritable du film. Serait-ce Mad Max, qui initie le plan de retour vers la citadelle et qui sauve Furiosa de la mort certaine en lui faisant une transfusion sanguine, ou encore Nox, qui s'auto-sacrifie dans un accident volontaire afin de bloquer le convoi des Morton et ainsi assurer la survie du reste de la troupe, ou bien Furiosa, qui demeure l'instigatrice du mouvement général de rébellion. À mon sens, elle et il sont héros, héroïnes ensemble, les unes et les uns pour les autres. Au final, Fury Road, la route du chaos en français, porterait bien son titre dans les deux langues. D'une part, elle témoigne de la fonction régénérative de la colère dans le démantèlement d'une phallocratie mortifère. Les soulèvements conjoints des groupes féminins démontrent la possibilité d'une conversion de la violence en force constructive. D'une autre, comme dans les mythes originels, ces femmes génèrent un chaos qui initie la chute d'une vision de l'humanité conçue sous un modèle patriarcal. Mais cette chute tendrait pour le mieux et surtout au profit du plus grand nombre. Il s'agirait d'un récit dystopique se concluant sur une tonalité utopique inscrivant de facto la fable dans une revendication de la valeur même de l'espoir utopique. Le film se clôt sur cette image en contre-plongée du groupe de femmes survivantes s'élevant sur une plateforme
à la demande de la foule adulatrice, s'écriant « Montez-les, montez-les ». Il est certainement possible d'observer cette image avec suspicion, comme c'est le cas d'Antonio Dominguez Leva, que je cite. On peut se demander si l'ascension finale de Furiosa, des épouses et des mères survivantes, va réellement entraîner la fin de la pénurie et de l'oppression, alors qu'elles sont élevées par la mécanique dystopique elle-même. Rien ne nous garantit que les vieilles inégalités aillent magiquement s'arrêter parce que les porteuses sont de retour et que les femmes prennent le relais. C'est peut-être pour cela que Max, cette fois-ci, fait bien de fuir, ou bien parce que, comme nous, spectateurs dans les vastes multiplexes du sémio-capitalisme, il est incapable d'imaginer qu'un autre monde soit possible. Fin de la citation d'Antonio Dominguez Leva. Pour ma part, à l'image de Furiosa et des ex-épouses, je décide plutôt de m'engager sur la route des utopistes et de croire en la possibilité d'un autre monde possible, même si celui-ci n'est peut-être au final qu'un mirage. Et voilà. Avant de continuer, moi, je veux juste prendre une petite seconde parce qu'on a tout wipé notre introduction commune parce que sinon c'était trop long. Mais moi et Fanny, on a un groupe de recherche qui s'appelle Femmes infernales depuis 2015. On a fait 3 colloques. Puis je le mentionne parce qu'en fait, moi j'ai fait mention, donc pour avoir l'air psychotique, je vous l'annonce. On a aussi des ingouvernants dans la salle. Merci d'être venus nous voir, on vous aime. Donc voilà. Screen Queen, question sur le corps en crise ou entre corps et communauté. Je me suis jamais décidée. Ça va comme suit. Dans le cadre de mes recherches féministes... Oh, pardon, ça va mieux aller avec la... Ok, c'est ça. Non, ça va. Dans le cadre de mes recherches féministes en culture pop, j'avais du mal à cerner la problématique des femmes entre elles. Je voulais comprendre la force des Amazones, la relation bizarre entre Betty et Veronica, les rebelles du bijou cinématographique All I Wanna Do et la tragédie de Virgin Suicide. Il n'y a personne qui est né dans les années 80, non? Les représentations des groupes de femmes en production culturelle populaire semblent tous pointer des nœuds où, si elles sont sérielles dans le sens où l'entend Martine Delvaux dans son essai Les filles en série, je propose que les filles ne sont pas pour autant aliénées à leur propre sérialité. Et si elles se laissaient pas faire? Imaginez si elles réagissaient à cette tentative d'effacement de leur propre personne au profit de la sérialité. Delvaux propose que la culture pop, c'est aussi une façon de redonner accès aux femmes, le corps des femmes, et je crois que la série Scream Queens montre justement les dangers de l'expropriation. La dépossession de la chair et de soi, le corps volé à en devenir fou, à en finir par exploser, à hurler. L'écho entre la figure de l'Amazone et la sororité représentée dans Scream Queens se façonne par un corps qui crie, un esprit qui vibre, une habile métonymie de la guerrière. J'envisage donc cette communication comme un lieu où nous pourrons ensemble réfléchir le corps des femmes et sa résistance, ou je devrais dire la résistance des femmes par leur corps. Dans un premier temps, j'évaluerai le caractère subversif de l'exclusivité des groupes de femmes pour ensuite, dans une optique plutôt sociocritique, traiter des effets du corps sacrifié sur l'esprit. Ce qui nous rend d'emblée un peu mal à l'aise devant ces personnages à une première écoute, c'est l'évident spectre d'amour au-delà de la violence reçue et infligée au sein de la sororité. Les personnages féminins dégagent un effet étrange de solidarité. Et c'est d'ailleurs ce que questionne d'emblée la série. Ce lien unique qui nie les femmes entre elles est-il pour autant éradiqué par l'effet de leur corps en crise? Je ne crois pas, au contraire. Les femmes crient ensemble, elles se savent toutes aliénées, elles tuent ensemble, s'entremenacent l'une l'autre, parce que c'est comme ça qu'elles ont appris à traiter les femmes, mais ne se font jamais mal au fond, parce que l'ennemi est ailleurs. Il y a alors l'expression d'une solidarité toute particulière, celle qui semble émaner d'une certaine conscience innée des personnages. Et comment mieux traiter de ce lien unique autrement qu'en le proposant dans un contexte de sororité dans une grande université américaine? La sororité, incluant la forme qu'elle prend dans les universités, désigne les liens entre les femmes qui se sentent des similitudes, des affinités, des vécus semblables, dus au fait qu'elles partagent la même condition féminine. La sororité est un phénomène aussi lié inconsciemment à l'image de la guerrière sanguinaire, parce que les femmes entre elles, l'une pour l'autre, sont toujours dangereuses. Les sorcières, des hystériques et nos Amazones, des femmes puissantes par leur contrôle du corps et de leur lien à l'au-delà, à leur esprit, aux forces au-dessus du corps, aux grands marionnettistes. Le personnage de Grace l'annonce, que la quête, au fond, c'est de ne pas oublier « what a sorority is supposed to be ». Or, dans la mesure où l'un des critères d'une sororité est de se baser sur l'exclusion de ce qui ne cadre pas dans le groupe émergent, ce qui inclut les hommes, mais nécessairement aussi d'autres femmes, y adhérer implique des avantages, mais aussi une nécessité liée à la notion de survie. Et c'est aussi la citation finale de la 2e saison, où elle dit « Bonjour, je m'appelle Chanel Oberlin, je suis sexy, je suis riche, je suis maigre, puis c'est comme ça qu'on survit. » Donc, entre corps et folie,
La série questionne de long en large le culte de l'image ancré dans la culture pop. Des corps qui se font violence pour répondre à un cadre et des attentes. Des corps déraisonnables. A mind over the body. Un esprit aliéné. Un marionnettiste fou. Un esprit psychotique qui s'inflige la faim pour ne pas grossir, qui se nourrit au laxatif pour se purifier, qui se torture et torture les autres pour être le premier corps, la Chanel numéro 1. Un esprit qui ne se laisse pas mourir avant de le tweeter. Un corps qui ne peut s'éteindre qu'en grand, dans du beau linge cher devant tous, à l'image des grandes tragédies grecques. Un corps qui n'échoue pas, réglé, contrôlé, et c'est d'ailleurs où commence le drame de la série, une jeune fille qui accouche au mauvais moment. J'ai quelques citations. « Did you have your period all over your body or something? Who told you can have a baby tonight? It's gross, it's super embarrassing. » Lors de la première écoute analytique de la série, je me remémorais un épisode troublant notre ère moderne. Charcot, Freud, la salpêtrière et l'hystérie, la folie des femmes, la folie du sexe, l'utérus lui-même comme siège de la folie devant une caméra qui s'intéresse beaucoup plus à la performance du corps qu'aux troubles de l'esprit. Scream Queens met alors en lumière des corps en crise au sein d'une sororité, des luciolas, comme dirait Didier Huberman, des lueurs d'espoir désarticulant la surface des corps. J'en viens donc à me questionner sur le phénomène du féminin en crise, sur les traces de la folie sur le corps, l'hystérie à la salpêtrière, les attaques de panique et la dépression qui touche 2 fois plus de femmes que d'hommes. Si l'hystérie soulève un questionnement sur la mise en spectacle du corps fou des femmes, le trouble de panique, lui, réveille mon intérêt pour l'enjeu de la maladie mentale et l'écriture. Lors d'une attaque de panique, le corps déclenche une résistance, une panique incontrôlable face à un danger réel ou imaginaire. Ce phénomène étant lié à l'instinct de survie, je me suis mise à réfléchir le corps des femmes comme des êtres biologiques conditionnés à avoir peur de disparaître. Ces mêmes lucioles, des survivantes qui ont peur de s'éteindre parce qu'il est normal de développer une paranoïa à la survie quand on est constamment en danger. Les pupilles dilatées par la sérotonine en pilule, des yeux de biche figés devant un phare d'une voiture qui fonce à toute allure, voyons comment, en renouant avec la dichotomie corps-esprit, les personnages arrivent à poser un regard sur la folie qu'elle engendre. Finalement, nous évaluerons en quoi cette folie se glisse dans le phénomène des filles en série pour au final permettre une sorte de résistance par le cri, lieu unique où peuvent se côtoyer le corps et l'esprit, un cri de guerrière. On assiste alors à une consolidation de la représentation de la femme et de son corps au 19e siècle, une représentation qui pose l'esprit féminin comme d'emblée malade puisqu'elle servit à son corps de femme, incapable de prendre le dessus sur sa propre identité sexuelle. Le corps de la femme, dès lors médicalisé et normé puisque par définition asservi à son sexe, relève un fait troublant de notre imaginaire social. Prenez quand même le temps de lire ces belles choses. Scream Queens nous remet en face que notre idée du corps féminin est en fin de construction. On le fige, on le médicalise, on l'anomalise d'emblée. Charcot n'a pas tenté de capter les mouvements du corps en crise, mais à l'immobiliser. Dans la série, c'est un corps qui se déchaîne, qui se désarticule, trop longtemps enfermé dans une prison, mais tout de même resté aliéné comme s'il était en cavale. Le corps dans Scream Queens, c'est une partie de l'ère moderne qui éclate, parce que c'est ce que la pop culture, une mise en spectacle grotesque de la modernité. Il y a aussi l'enjeu de la caméra entre les photographies de Charcot et la caméra qui filme, c'est le même système. Dans ce vieil hôpital lugubre, l'installation même d'une photographie déclenchait des crises. Le corps est conditionné à un instinct de mise en scène. C'est la même chose que propose la série, mais de façon grossière, tracée à gros traits pour que le spectateur puisse voir les failles. C'est un peu ce que démontre la relation entre Chanel et Chad. Totalement consciente que Chad n'est qu'un dévoreur de corps à tendance à peine cachée nécrophile, soit dit en passant, c'est ce que Chanel lui donne. Elle le sait, elle l'utilise, impassible, parce que ça lui est utile, parce que son monde fonctionne comme ça. Ce que nous pouvons conclure, c'est que l'on se voit proposer un corps qui est définitivement possédé par un esprit malade, de plus en plus révolté envers sa propre psychose. Et le tueur, un diable caricatural, incarne clairement ce démon bien déçu de la perte d'emprise qu'il avait sur le corps féminin, un exorcisme qui laissait tant bien que mal de saboter. J'ai une conclusion, mais j'ai aussi un extrait. Ça devrait pas pire fitter dans le temps. Je sais pas si tu peux m'aider, Fanny, moi, ces affaires-là. Je l'avais mis en bas ici. OK. C'est quand même un extrait de 3 minutes 44, je suis désolée, mais je pense que ça résume vraiment ce que j'essaie de synthétiser à toute allure avec vous en ce moment. Je sais juste pas comment baisser Je l'avais mis comme un... Comment quitter ce logiciel-là? Attends. Ouais, je l'avais mis genre dans... C'est ça, c'est cette page-là, ouais. On peut la... Je sais pas si ça va être beau en full screen, là. Ouais. I don't, but how stupid would the killer be to not kill someone there? It's Halloween, everyone will be in
decoration. Yeah, but it's way too thought out. Isn't this kind of nice? I mean, why else did we all join a sorority in the first place? I thought the personal identity is completely external. If I didn't have Kappa to define me, I really don't have much to offer. I find that my particular style of speaking and gesticulation is extremely off-putting to most boys and girls and anyone, but the Kappa is my calling card. Everyone seems to overlook that. I joined for whatever reason you joined, Chanel. No, I'm talking about girls uniting with a common goal. I needed you guys to totally crush the will of young Zayday. To destroy her haunted house, sure, but also to destroy her spirit. And you have all rallied around me, just like I would do for any of you if I wasn't busy that day. Vous avez Chanel number 1, Chanel number 3 et Chanel number 5. I am so grateful that you guys are sharing your not-food lunch with me, but won't we, like, die if we eat cotton balls? I might have cause a blockage in our intestinal tracts, but that's what the sauce is for. Lubrication. And it gives you that wonderfully full feeling without all the calories. You know what? Pooh Belly's right. I'm tired of depriving myself of joy and sustenance. I mean, for what? So a boy will like me? Guys can be as porky as they want, and we still like them. I'm as skinny as Karen Carpenter in the morgue, and Chad Dybel still won't commit to me. I may die at the end of a serial killer's blade, but I refuse to die hungry. Let's go get some pizza. Which one of you ladies would like to be my costume for Halloween? I'm going as Dude, having awesome sex with you. Who the hell do you think you are? Tommy? Whoa, ladies, alright? He was just trying to be nice, okay? Yeah, I mean, what the hell's wrong with the world where a guy can even whistle at a chick just to tell her she looks hot? I mean, how else are people supposed to meet people? I recently took a women's studies class. Yes, because it was a requirement, but I learned a lot anyways. Like the culture that says it's okay for a man to objectify a woman for her appearance is the same culture that pressures girls as young as 10 to have eating disorders. So you're basically saying I'm the one responsible for making you look hot? You're welcome. There is a killer on this campus murdering women. When you treat us like me, you're no better than him. You gonna tell us to smile now? Call us sweetheart? Actually, yes. It's kind of my signature move. Yeah? Well, this is mine. Hey, that's my sister, and she's no bitch. But I am Très chouette. Those cotton balls are not providing much energy, do they? Voilà, j'ai laissé un peu plus longtemps pour le cri, qui est vraiment important. C'est dans le titre de la série, mais c'est aussi omniprésent tout au long des épisodes. Donc, en conclusion vraiment rapide, en somme, les expériences de Charcot nous aident à cerner le traitement du corps dans Scream Queens, en proposant que les symptômes hystériques sont dus à un choc traumatique provoquant une dissociation de la conscience. Il pose les bases d'une théorie traumatico-dissociative des névroses qui nous aide à conceptualiser comment fonctionne l'incarnation particulière des personnages de la série, renouant avec une vieille dichotomie longtemps mise de côté, celle de la dissociation entre corps et l'esprit, a mind over the body. Le féminin qui perd le contrôle de son propre support de chair, un corps en crise que l'on tente désespérément de garder loin de son esprit, de sa conscience, du mind, de ce mot intraduisible. Dans cette communication, nous avons survolé les principaux enjeux problématiques d'une vaste analyse projetée sur Scream Queens. Je suggère d'emblée qu'elle met le doigt sur l'objet pop culture par excellence, le corps. Il doit être contrôlé, porté, poli, entretenu, accessoirisé, dressé. Et c'est ce dernier mot que je retiendrai, qui retiendra le plus mon attention dans la suite de ce projet dans le cadre des recherches femmes ingouvernables. Une des particularités de la psychose mise en scène est que tout ce qui lui reste est le cri. Les cordes vocales, la seule partie du corps qui semble liée à l'esprit, parce que c'est bien là où réside la spécificité de la voix, c'est qu'elle est produite du corps et qu'elle est liée à l'esprit. Ce projet s'inscrivant bien sûr dans les préoccupations du groupe de recherche Femmes ingouvernables, ce groupe de femmes bien particulier m'aidera à cerner la problématique de la force des femmes entre elles tout en dévoilant ses failles, peut-être son bad féminisme. Voilà.